c'est la femme qui n'a pas eu de grossesse, d'accord? La primipare, c'est celle qui a accouché, d'accord? Geste, c'est les gestités, c'est le nombre d'accouchements, les nombres de grossesse, d'accord? Mais la primiparité, c'est les accouchements. Bon, les contractions utérines, ce n'est pas un temps avant l'accouchement, c'est pendant la grossesse, d'accord? On a quelques contractions utérines, c'est ce qu'on appelle les contractions de Braxton Hicks, d'accord? Et elles sont très importantes pour le maintien de la grossesse et surtout pour préparer le segment inférieur. Bon, d'autres questions, vous allez les poser, d'accord, après ce deuxième cours. Bon, le deuxième cours, ça va être plus facile puisqu'on a fait ça, c'est la présentation du sommet. D'accord? Oui. Monsieur, Oui. allô? S'il vous plaît, si vous pouvez arrêter la présentation du premier cours, comme Non, ça on je l'ai les aura arrêté, différemment. j'ai refait, Ah d'accord, très bien, merci. j'ai refait l'enregistrement. Je pense à enregistrement. Oui, ça enregistre, c'est bon. Bon, pour la présentation du sommet, maintenant, chaque présentation, on va voir ses différentes caractéristiques, d'accord? Il faut savoir que la présentation du sommet, c'est la présentation la plus orthodoxe, c'est la plus normale, c'est celle qui nous donne un accouchement qui est bien sûr normal. Bien sûr, la présentation, on va juste redire les définitions, c'est la partie du fœtus qui occupe l'aire du détroit supérieur. D'accord? Présentation du sommet, c'est la présentation de la tête qui est complètement fléchie. D'accord? De sorte que la partie de celle-ci qui descend, la première, est l'occiput. Ça veut dire que vous avez vraiment une flexion parfaite de la tête du fœtus. D'accord? Et l'occiput qui va être au niveau du DS. Bien sûr, l'occiput, c'est tout ça. D'accord? Les caractéristiques, c'est la plus fréquente. D'accord? 95% de tous les accouchements par voie basse. La présentation eutoxique, bien sûr, cette autopsie, elle est due parce qu'il y a une meilleure adaptation du fœtus par rapport au bassin. Le repère qui est très important, c'est l'occiput, c'est la partie la plus déclive de la tête fléchie, reconnaissable grâce à la fontanelle postérieure ou bien ce qu'on appelle aussi la lambda. Son diamètre d'engagement, c'est le sous-occipito-périgmatique. Bien sûr, ça, c'est après que la tête, bien sûr, elle s'adapte encore plus, d'accord? Le fœtus fléchit encore plus sa tête. Ce diamètre-là, c'est celui-là. Vous avez l'occiput. Le diamètre, c'est le sous-occiput ici, d'accord? Et là, on a la bregma, d'accord? Alors, ce diamètre-là qui est le plus petit, c'est le sous-occipito-bregmatique, d'accord? C'est important de le connaître. Il fait 9,5 cm. Ça veut dire si vous prenez tous les diamètres du bassin, vous verrez que le fœtus, en donnant ce diamètre-là, il va être compatible avec tous les diamètres du bassin. Bien sûr, dans les autres présentations, on va voir les différents diamètres. Par exemple,
le sous-occipito frontal, c'est avant que le fœtus n'ajoute une flexion, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'amoindrissement pour donner ce diamètre-là. Par exemple, dans la présentation du front qu'on va faire l'après-midi, vous allez avoir ce diamètre-là. D'accord? C'est le sus-occipito, bien le sincipito mentonnier, qui est de 13,5 cm, ce qui donne une incompatibilité, d'accord, à un accouchement normal. Parce que déjà l'oblique, au niveau du DS, déjà l'oblique droit ou gauche, ils font maximum 12,5 cm. Ça veut dire un 13,5 cm, il ne peut pas nous donner un engagement, ou bien même s'il y a eu un engagement, la progression au niveau de l'excavation pelvienne elle va être très difficile, surtout au niveau des épées. Par exemple, bien sûr, le sous-manteau bregmatique, c'est la face, d'accord? Là, on aura, bien sûr, un accouchement plus facile. Là, on va voir après les différentes présentations. Ça, c'est le bassin, le PRP, le T1, médian, d'accord? Et surtout, les obliques droit et gauche, qui sont importants parce que c'est par là que le fœtus accède. Bien sûr, la position du repère au DS, c'est comme je vous ai dit, c'est par rapport à ces os iliaques. On a bien sûr différentes variétés d'engagement, soit en occipito-iliaque gauche, d'accord? Ça dépend de l'occiput qui est ce repère de la présentation. Soit il est en antérieur, gauche ou droit, soit il est en postérieur, d'accord? La même chose, postérieur droit ou bien postérieur gauche. Ça dépend de comment le fœtus accède, bien sûr, au niveau du DS. Bien sûr, c'est très rare où on a en transverse, d'accord? Actuellement, les bassins plats, ils sont très, très rares. Là, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les variétés de position. Mais les variétés les plus fréquentes, c'est surtout les variétés euh, gauche antérieure et la variété droite postérieure, d'accord, qui sont les plus fréquentes dans cette présentation. Les variétés transverses sont rares, se voient dans les bassins aplatis. Bien sûr, les étiologies, généralement, on cherche toujours une étiologie pour une présentation. Les autres présentations, elles ont quelques étiologies, mais celle-ci, c'est la présentation la plus normale. Alors, normalement, c'est une présentation autocyte. Mais qu'est-ce qui explique que le fœtus nous vient avec cette position-là? Et bien sûr, dans la majorité des cas. Bien sûr, cette explication, c'est comme je vous ai dit, c'est la loi de Pageau. D'accord? Bien sûr, cette bonne adaptation correspond à des conditions anatomiques normales et des conditions physiologiques de grossesse normale. D'accord? Pour le diagnostic, bien sûr, on peut le faire en fin de grossesse, mais généralement, c'est au cours du travail. Pourquoi au cours du travail? C'est parce que c'est là où on fait le toucher vaginal et on va essayer d'avoir ce repère. Contrairement au cours de la grossesse, au cours de la grossesse, on peut juste dire que la tête, elle est en bas. D'accord? On ne peut pas dire est-ce que c'est une présentation de face ou bien une présentation du sommet. D'accord? Là, c'est juste dire que le siège, il est en haut et la tête, elle est en bas. D'accord? Bien sûr, en fin de grossesse, on doit toujours examiner la femme, faire l'examen du bassin, d'accord? Et bien sûr, essayer de faire une palpation. Mais actuellement, avec l'échographie, d'accord, on peut facilement dire que c'est une position céphalique ou bien une autre position. Bien sûr,
Au cours du travail, d'accord, là, la tête, bien sûr, se positionne pour s'engager et le diagnostic, il est aisé, d'accord, pour le faire. Si on fait une inspection, d'accord, on aura un utérus ovoïde à grand axe longitudinal et avec une grosse extrémité supérieure qui laisse supposer le fœtus en position longitudinale, mais pas plus. Bien sûr, le diagnostic repose sur les données de 2 temps de l'examen obstétrical, c'est la palpation, mais surtout, c'est le toucher vaginal. À la palpation, vous aurez un fœtus en position longitudinale, un pôle céphalique à la partie basse de l'utérus. La palpation suspubienne bimanuelle, on va essayer de reconnaître la tête fœtale qui est sous forme d'une masse arrondie, dure et régulière. D'accord? Vous allez essayer, bien sûr, de palper les formes du fœtus. D'accord? Là, si vous retrouvez cette forme-là qui est arrondie et surtout elle est dure, contrairement au siège qui est molle, et bien sûr régulière. Là aussi, le siège, surtout si le fœtus, bien sûr, il est accroupi, là, vous allez avoir les membres inférieurs. Bien sûr, un pôle podalique au niveau du fond utérin, d'accord, mou, moins régulier, plus gros et plus difficile à définir que la tête. Si on a un peu de difficulté, on peut faire ce qu'on appelle la manœuvre de Budin. La manœuvre de Budin, c'est de placer une main au fond utérin et d'essayer, bien sûr, de faire descendre le fœtus vers le bas. Et ça va nous accentuer, bien sûr, la flexion. Bien sûr, et on va essayer avec l'autre main de suivre la position du dos, d'accord? Et là, on va descendre jusqu'en bas. Et qu'est-ce qu'on va, contrairement, quand on a une tête qui est défléchie, là, elle est hyper fléchie, on n'a pas, bien sûr, cet angle-là à palper, d'accord? Contrairement dans les autres, dans les présentations qui sont défléchies, d'accord? Bien sûr, le plan du dos, il est régulier, il se prolonge en haut directement par le siège. En bas, il est séparé de la tête par une petite dépression correspond au sillon du cou. C'est dans les variétés antérieures que le plan du dos est le mieux perçu, ce qui permet de préjuger de la variété de position. À l'auscultation, quand on veut entendre les bruits du cœur fœtal, quand vous avez la tête vers le bas, le cœur, d'accord, il a tendance à être en dessous de l'ombilic. Contrairement, si la tête elle est haute, on va retrouver, bien sûr, le cœur au-dessus de l'ombilic. D'accord? Alors ça peut nous orienter vers la position tête en bas ou bien tête en haut. Ce qui est très important, c'est au toucher vaginal. Le toucher vaginal, bien sûr, on reconnaît le pôle céphalique grâce à sa forme qui est ronde et bien sûr, elle est régulière et surtout dure, contrairement au siège. Le repère de la position de la fontanelle postérieure par rapport au centre du bassin. On va essayer de rechercher la lambda, d'accord? La lambda qui est triangulaire, contrairement à la bregma qui est de forme losangique, d'accord? Et là, quand on la palpe, on va essayer de savoir est-ce qu'elle est en antérieur et est-ce qu'elle est à droite ou bien à gauche ou bien postérieure à droite, gauche pour dire quelle est la variété de la présentation. Et bien sûr, quand on a tendance à avoir la tête qui est bien fléchie, on a tendance à avoir cette fontanelle-là qui va être plus proche du centre du bassin. Contrairement si la tête elle est un peu défléchie, on a tendance à l'avoir en périphérie. D'accord?
Bien sûr, au toucher vaginal, on apprécie aussi la hauteur de la présentation. D'accord? Est-ce que elle est engagée ou pas engagée? L'examen clinique peut ne pas être concluant dans pas mal de situations. Quand vous avez un utérus qui est contracté et vous n'arrivez pas à palper, quand on a une poche des eaux bombante, d'accord, là, l'eau nous gêne, ou bien quand on a une bosse séro-sanguine. Une bosse séro-sanguine, quand il y a, bien sûr, la poche des os, elle est rompue, on a tendance, et que le travail il est long, on a tendance à avoir une accumulation, d'accord, séro-sanguine au niveau du cuir chevelu, du, entre le cuir chevelu, pardon, d'accord, et le périoste de l'os du crâne. On a tendance à avoir une accumulation de ce liquide sérosanguin, d'accord? Et ça nous gêne vraiment à reconnaître les structures. Le recours à l'échographie devient utile, il confirme la présentation céphalique fléchie. En l'absence d'échographie, on peut s'aider par une radiographie, d'accord, du contenu utérin. D'accord, c'est comme un ASP et ça va vous permettre de voir la position du fœtus et bien sûr même la position de la tête. Le mécanisme de l'accouchement, d'accord, comme on l'a vu, chaque partie, un engagement et descente et rotation, et bien sûr le dégagement. Dans les variétés antérieures, d'accord, on a cet occiput-là qui est en antérieur. Généralement, l'accouchement se fait aisément. Pour l'engagement, bien sûr, le franchissement du DS est l'étape la plus importante, précédée par deux phénomènes. Bien sûr, les phénomènes, c'est l'orientation, puis l'amoindrissement. L'orientation, le fœtus va orienter sa tête selon un diamètre oblique, soit, puisque c'est les variétés antérieures, ça veut dire soit il va avoir l'occiput en antérieur droit ou bien en antérieur gauche. Ça veut dire soit il va prendre selon la variété, soit prendre l'oblique droit ou bien prendre l'oblique gauche. D'accord? Dans l'OIGA, il va prendre le gauche et dans la variété antérieure droite, il va prendre l'oblique droit. Et après cette orientation, il va avoir le phénomène, d'accord, qui est l'amoindrissement. L'amoindrissement, c'est quoi? Il va essayer, d'accord, de gagner quelques centimètres pour, bien sûr, ramener un diamètre le plus petit possible. Là, il va essayer de ramener ce diamètre-là qui est le sous-occipito-bregmatique. D'accord? Il était, bien sûr, occipito-frontal, là, d'accord, qui est généralement de 12 cm. Il va essayer d'avoir un 9,5 cm. D'accord? C'est plus petit, ça va être plus facile à faire entrer. D'accord? Bien sûr, l'engagement par orientation de son grand axe suivant le diamètre, ça je l'ai expliqué. L'engagement proprement dit est alors aisé, surtout si les deux phénomènes se font parfaitement. Ainsi préparé, la tête se fixe avant de franchir l'aire du DS. La pénétration dans le bassin peut se faire directement, d'accord? Ça va nous donner un engagement 5 litres, ou bien par des mouvements de bâton de cloche qui va nous donner un engagement à 5 litres comme ici, d'accord? La tête va tapoter entre la symphyse pubienne et entre bien sûr les différents constituants de l'os, d'accord, à gauche et à droite, de manière à essayer de nous faire entrer ou bien de nous engager cette présentation. Le diagnostic de l'engagement se fait cliniquement par la palpation abdominale, le signe de Fabre, je l'ai expliqué, et le signe de Farabeuf, bien sûr, par le toucher vaginal. D'accord? Pour la rotation en intrapelvien,
bien sûr, généralement, elle est de 45 degrés parce que la variété, on a dit, on a pris en exemple les variétés en antérieur. Ça veut dire la chose la plus facile, c'est que le fœtus se retourne de 45 degrés. Mais il faut savoir qu'il y a des cas où il y a, bien sûr, le moins souvent, il y a une rotation de 135 degrés. Et on se retrouve, bien sûr, vers en occipito sacré. Le dégagement, il s'effectue autour du bord inférieur de la symphyse pubienne, comme je vous ai expliqué. D'accord? Il va, bien sûr, prendre cette charnière et il va se caler et après, il va essayer de défléchir sa tête jusqu'à, bien sûr, avoir le dégagement du membre. L'accouchement des épaules, on l'a vu, d'accord, et il se fait très facilement. Et l'accouchement du siège aussi. Mais juste le diamètre piacromial s'amoindrit par tassement, d'accord, jusqu'à arriver à 9,5. Généralement, c'est facile. S'oriente, puis il s'engage dans le diamètre opposé à celui pris par la tête. Dans les variétés postérieures, là, quand vous avez l'occiput en postérieur, là, bien sûr, on doit avoir surtout une rotation de 135 degrés pour avoir l'occiput sous la symphyse pubienne. Mais généralement, on a une orientation de 45 degrés, ça veut dire on sera en occipito sacré. Bien sûr, il est marqué par plusieurs particularités, surtout la flexion imparfaite, la tête quand elle est en postérieur, là, la flexion, elle se fait de manière imparfaite. Alors, on aura tendance à avoir des diamètres plus importants que le sous-occipito bregmatique. D'accord? Vous avez une tendance à ce que la tête elle soit mal fléchie. Et parfois même, on a des défauts d'engagement à cause de ça. D'accord? On a un problème d'engagement. La rotation en avant de 30, 135 degrés est plus malaisée. D'accord? C'est difficile réellement d'avoir une rotation de 135 degrés. Elle peut se faire en arrière, bien sûr, en occipito sacré, si généralement elle tourne de 45 degrés. Ces deux particularités expliquent la nécessité de contractions utérines plus efficaces. D'accord? On a tendance à utiliser, à renforcer ces contractions utérines par de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est des traitements, d'accord? C'est des dérivés de l'ocytocine, d'accord? Qui est l'hormone qui nous permet, bien sûr, d'avoir les contractions utérines. Bien sûr, en postérieur, vous avez tendance à avoir, lors du dégagement, bien sûr, la sollicitation du périnée postérieur qui peut générer pas mal de dégâts. D'accord? Alors, dans ces accouchements-là, il faut faire très, très attention et surtout, bien sûr, faire une épisiotomie. Les phénomènes physiologiques pour les variétés antérieures, en général, ils se déroulent normalement. D'accord? On n'a pas de problème de dilatation du col ou bien des contractions utérines. Mais les variétés postérieures, bien sûr, par la suite de difficultés de descente et de la rotation de la tête, l'accouchement traîne en longueur. Les phénomènes physiologiques peuvent être troublés. On aura des anomalies des contractions utérines et bien sûr des anomalies de l'ampliation du segment inférieur et surtout de dilatation du col. Parfois, le col se dilate et il arrive à une certaine dilatation, puis il s'arrête de se dilater à cause, bien sûr, d'un trouble de contraction utérine. D'accord? Les phénomènes plastiques, on peut voir une bosse sérosanguine, surtout dans les variétés postérieures, et les déformations osseuses, surtout le chevauchement des os du crâne, parce que le fœtus a fait un effort et il a été engagé de manière, bien sûr,
de manière à utiliser des forces supplémentaires. Ça, c'est pour les variétés. Pour la conduite au cours du dégagement, réellement, un accoucheur, d'accord, que ce soit une sage-femme ou bien un gynécologue, généralement, c'est au cours du dégagement qu'il intervient. D'accord? Il intervient pour aider au dégagement, pour bien sûr surtout le faciliter et éviter d'avoir des déchirures ou bien plus que des déchirures, parfois des dégâts, surtout sur le sphincter anal. Il faut expliquer à la patiente comment et quand pousser. Les poussées doivent être concomitantes des contractions utérines et non pas anarchiques, sinon ça ne sert à rien. Et surtout, ne faire pousser la malade que si le col est à dilatation complète et la tête, bien sûr, engagée. Les efforts explosifs ne doivent pas être anarchiques, mais au besoin exprimés par la coucheur. D'accord? Il faut guider le dégagement de la tête, bien sûr, à la suite de plusieurs mouvements de va-et-vient de la tête fœtale dans l'excavation. L'occiput finit par apparaître à la vue. Qu'est-ce qu'il va faire, bien sûr, euh, pour guider le dégagement de la tête? Bien sûr, l'accoucheur par sa main gauche exerce une pression sur la tête pour obtenir un complément de flexion. Bien sûr, là, quand vous avez la tête qui apparaît dans la vulve, d'accord, vous allez estimer est-ce que la vulve, elle est assez souple, d'accord, pour permettre la sortie de cette tête-là, ou au contraire, elle devient blanchâtre, surtout au niveau du périnée postérieur. Là, quand ça devient vraiment blanchâtre, d'accord, là, il y a un risque de déchirure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une épisiotomie. D'accord? Cette épisiotomie, on l'a fait vraiment quand c'est au cas par cas. D'accord? Il y a ceux qui vous disent chez les primis, il faut toujours le faire. Mais il y a d'autres écoles qui vont vous dire non, cette épisio, il faut juger quand le dégagement commence. Là, on prend la décision de voir est-ce qu'il y a un danger sur le périnée ou pas. D'accord? Mais il faut savoir qu'une épisiotomie, elle, bien sûr, elle favorise la facilité du dégagement et surtout, elle prévient les différents déchirures qui peuvent se faire au niveau du périnée. Bien sûr, après l'épisiotomie, on va bien sûr reprendre les euh, les différentes déchirures. D'accord? El Moé, quand vous avez la tête qui commence à apparaître, d'accord? Là, vous allez aider. Vous allez coincer la tête avec une main, d'accord? Généralement, pour un droitier, c'est la main gauche qu'il utilise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une petite pression sur la tête pour, bien sûr, augmenter la flexion. D'accord? Puis, quand ça commence à sortir, par l'autre main droite, il va aller vers le périnée postérieur et essayer de reconnaître le menton. Là, il va donner des coups sur le menton pour, bien sûr, lui permettre la flexion et la sortie en douceur. Bien sûr, la main gauche, elle va maîtriser la tête. Il ne faut pas avoir un dégagement en boulet de canon, sinon on aura des déchirures, mais bien sûr, un dégagement qui va être souple. D'accord? Là, c'est comme ça que l'accoucheur va aider au dégagement de la tête. Dès que la tête sort, d'accord, elle sort, généralement, on peut attendre qu'elle se tourne, d'accord? Généralement, elle se tourne spontanément. Si elle ne se tourne pas, on peut aider à la faire tourner, bien sûr, pour engager les épaules et
continuer l'accouchement par le dégagement des épaules. Dès que les épaules arrivent sous la symphyse pubienne, d'accord, pour les dégager, on va faire, bien sûr, baisser la tête pour dégager l'épaule antérieure. Puis, dès que l'épaule antérieure se dégage, on soulève la tête pour dégager l'épaule postérieure. Tout ça, ça aide, bien sûr, à, euh, à faire dégager les épaules. D'accord? Comme ceci. Parfois, euh, on a le cordon ombilical qui gêne. D'accord? Il tourne autour du cou. Là, il faut juste l'enlever, ou bien parfois même, après l'accouchement de toutes les parties, quand on enlève ce circulaire du cordon. Là, c'est une image réelle, d'accord? Comment faire aider la déflexion de la tête, d'accord? Et bien sûr, là, c'est l'accouchement des épaules. L'épaule antérieure, puis l'épaule postérieure, d'accord? Là, généralement, c'est l'accouchement. Pas nécessairement caractéristique de cette présentation, mais ce qu'il faut savoir que c'est la présentation la plus autocycle et la plus fréquente dans 95% des cas. D'accord? Et j'aurais aimé que vous appreniez en moins à faire un accouchement. Et je vous remercie pour ce deuxième cours. Les questions, s'il vous plaît.